Aujourd'hui, on va plonger au cœur des mathématiques fondamentales au moyen d'une énigme évoquant une infinité de mathématiciens, de boîtes mystérieuses, et dont la solution semble totalement paradoxale, voire même démontrer que, dans un certain sens, on peut prédire le hasard. Ça faisait un certain temps que je voulais aborder un type de monstre issu du paysage mathématique. J'avais pensé parler un jour du paradoxe de Banach-Tarski, mais il est déjà plutôt bien traité sur YouTube, et en voyant récemment un épisode de Veritasium parlant de mathématiciens et de boîtes, je me suis souvenu d'un résultat mathématique fascinant qui combine des aspects de ces deux curiosités. On va donc parler d'une énigme mettant en jeu mathématiciens, boîtes et défis diaboliques que j'ai découverte il y a une quinzaine d'années sur le blog de David Mador que je vous encourage à aller consulter. Voici l'énigme en question. Le Dr No vient de capturer 100 des plus brillants mathématiciens et comme il est coutume dans un tel cas, il va les soumettre à une épreuve dont il leur communique les termes. Chacun leur tour, ils seront emmenés dans une pièce dans laquelle on trouve une infinité de boîtes numérotées de 1 à l'infini. À l'intérieur de chacune de ces boîtes est inscrit un nombre entier secret, chacun de ces nombres ayant potentiellement été choisi par le Dr No. Lorsqu'un mathématicien se trouve dans la pièce, il est autorisé à ouvrir et à consulter le contenu d'autant de boîtes qu'il le désire, même une infinité, mais il doit en garder au moins une fermée de son choix pour laquelle il fera une prédiction du contenu secret. On révèle ensuite le contenu de la boîte pour déterminer si la prédiction de notre mathématicien était correcte. Les boîtes consultées sont refermées, puis on fait rentrer le mathématicien suivant pour qu'il se livre au même exercice. Lorsque tous les mathématiciens seront passés, le Dr No ne les libérera que si au maximum un seul d'entre eux a échoué dans sa prédiction et que donc 99 mathématiciens au minimum auront réalisé une prédiction correcte. Avant que le premier mathématicien ne rentre dans la pièce secrète, nos protagonistes sont tous au courant du déroulement futur de la procédure et peuvent donc mettre au point une stratégie. Mais à partir du moment où la procédure commence, où le premier mathématicien entre dans la pièce, on leur a expliqué qu'ils ne pourront plus communiquer. Ils seront préalablement séparés et réunis uniquement pour le dénouement lorsque chacun aura réalisé sa routine dans la pièce secrète. Ils savent qu'il n'est même pas possible de communiquer de manière indirecte en laissant certaines boîtes ouvertes, car celles-ci seront refermées et le contenu de la pièce secrète indiscernable d'un mathématicien au suivant, à tel point que chacun ne pourra même pas savoir si quelqu'un est passé avant lui. Mais nos mathématiciens sont brillants, et pendant leur période de concertation, ils parviennent à trouver une stratégie qui va leur garantir le salut. Qu'ont-ils bien pu concocter ? Vous l'aurez compris, il s'agit d'une énigme de mathématiques fondamentales étant donné le caractère infini de l'énoncé. On suppose donc bien sûr que nos mathématiciens peuvent mémoriser une infinité de cas et réaliser un nombre infini d'actions en temps fini, comme ouvrir une infinité de boîtes. Mais en dehors de ce super pouvoir concernant l'infini, chacun de nos protagonistes se comporte comme un humain normal. Si vous avez bien compris l'énoncé, votre premier réflexe doit être de conclure que c'est totalement absurde. Quel serait bien l'intérêt d'ouvrir des boîtes sans rapport avec celle sur laquelle réaliser une prédiction? Des boîtes qui auraient pu être remplies par un processus de hasard parfait. Garantir qu'un seul de nos mathématiciens puisse réaliser une prédiction correcte semble déjà dingue, l'assurer pour 99 d'entre eux semble totalement lunaire. Mais c'est possible, et sans faire davantage durer le suspense, on va maintenant voir comment. Avant toute chose, nos mathématiciens vont considérer l'ensemble infini des suites infinies d'entiers. Donc si vous suivez, un élément de cet ensemble, un point sur ce schéma, est une suite infinie d'entiers. Pour plus de simplicité, je schématiserai ces suites comme des colliers infinis de perles, une perle par terme. Dans cet ensemble, deux suites seront dites équivalentes si elles ne diffèrent que pour un nombre fini de termes, ou, dit autrement, deviennent identiques à partir d'un certain terme. Vous remarquerez que, définie ainsi, si la suite A est équivalente à la suite B et la suite B équivalente à la suite C, alors la suite A est équivalente à la suite C. Ce type de relation nous permet de définir mathématiquement ce qu'on appelle des classes d'équivalence, c'est-à-dire simplement des familles. Ici des familles de suites telles que deux éléments quelconques d'une même famille soient équivalents entre eux. Chaque suite n'appartenant bien sûr qu'à une seule famille.
Donc en résumé, on a ici découpé notre ensemble de suites en familles de suites, telles que si on prend deux suites de la même famille, elles deviennent indiscernables au bout d'un certain terme. Ayant établi cette infinité de familles, nos mathématiciens vont se mettre d'accord sur un représentant pour chaque famille, simplement une suite de la famille arbitrairement désignée pour la représenter. Bien sûr, chacun de nos mathématiciens mémorise cette infinité de choix. Ils sont tous d'accord et se souviennent de quelle suite représentera quelle famille. Dernière étape préliminaire, nos mathématiciens se choisissent un rôle différent, par exemple en s'attribuant un numéro de 1 à 100. On aura donc dans la suite le mathématicien 1, le mathématicien 2, etc. Passé cette étape préliminaire, le plus simple pour saisir la suite de leur stratégie est de suivre les actions d'un de nos mathématiciens une fois qu'il entre dans la pièce secrète. Notre mathématicien commence par regrouper mentalement l'infinité de boîtes numérotées en 100 suites distinctes. La première sera constituée des boîtes 1, 101, 201, la seconde des boîtes 2, 202, 302 et ainsi de suite. Ce regroupement a été convenu à l'avance et est commun à tous les mathématiciens. Il est également convenu que le mathématicien numéro n s'occupera de la suite qui commence par la boîte numéro n. Dans la suite, je vais revenir à ma schématisation en collier de perles pour nos suites de boîtes et nos suites d'entiers. Voici comment un de nos mathématiciens procède. Il commence par ouvrir toutes les boîtes des suites dont il ne s'occupe pas. Pour chacune de ces suites d'entiers, il en a vu la fin jusqu'à l'infini et sait donc à quelle famille son contenu appartient. Pour chacune, il connaît la suite choisie pour représenter cette famille, ici en rouge. Il prend précisément note du terme à partir duquel chacune de ces suites devient égale au représentant de sa famille. Ce qui l'intéresse, c'est celle pour laquelle ceci arrive le plus tard. Il note à quel terme cette suite la plus tardive à devenir égale au représentant de sa famille le devient. Il va ensuite ouvrir toutes les boîtes de la série dont il est responsable, mais uniquement celles se trouvant strictement après cet indice. Ceci lui suffit à déduire la famille et le représentant de cette suite dont il s'occupe. Il va maintenant réaliser sa prédiction. Il va faire comme si la boîte, se trouvant juste devant celle qui l'a ouverte, contenait le même entier que la suite représentante à cette position. Et ici on voit comment tout ceci s'articule. Si les autres mathématiciens réalisent la même routine, il n'y en aura qu'un seul qui se trompera. Celui qui s'occupe de la série qui devient égal au représentant de sa famille au plus tard. Tous les autres auront réalisé une prédiction correcte. Le résultat est déjà assez bluffant ainsi, mais on peut en rajouter une couche. Déjà, vous remarquerez que le type d'objet que contiennent nos boîtes est en fait assez libre. J'ai choisi d'y mettre des nombres entiers, mais on peut y mettre des objets bien plus complexes, comme par exemple des nombres réels, et donc avoir une quantité d'informations infinie dans chaque boîte. Même ainsi, le protocole restera valable. 99 de nos mathématiciens réaliseront une prédiction correcte et auront donc déduit l'infinité de décimales d'un nombre réel en n'ayant ouvert que des boîtes sans rapport. Une autre remarque étonnante, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir 100 mathématiciens. Supposons qu'il n'y en ait qu'un qui s'apprête à subir l'épreuve. Il y a un truc étonnant qu'il peut faire. Il peut imaginer virtuellement nos 100 mathématiciens, le rôle de chacun, puis choisir au hasard le rôle duquel de ces mathématiciens virtuels il va jouer. Comme 99 de ces 100 mathématiciens feraient une prédiction correcte, il s'assure, bien qu'en étant tout seul, d'avoir 99 chances sur 100 de réaliser une prédiction correcte. Le tout en ayant simplement joué les schizophrènes et ouvert une infinité de boîtes sans rapport avec celle sur laquelle il réalise une prédiction. Et bien sûr, le nombre de mathématiciens est ici totalement arbitraire. En imaginant 1 million d'entre eux, le même protocole marche toujours et garantit au maximum une seule erreur. Dans notre version à un seul mathématicien, c'est 999 999 chances sur 1 million de réaliser une prédiction correcte. En changeant le nombre de mathématiciens virtuels, un mathématicien seul s'assure une probabilité de prédiction correcte aussi élevée qu'il le désire. Alors d'où vient ce type de paradoxe? Qu'est-ce qui, généralement, en mathématiques, donne naissance à ce genre de monstre? Il y a principalement deux coupables. Le premier, c'est l'infini, et le second, c'est l'axiome du choix. Le duo de choc qu'on retrouve également dans le paradoxe de Banach-Tarski, évoqué dans l'introduction. L'infini, tout le monde visualise plus ou moins, mais l'axiome du choix, c'est un peu plus subtil. Le plus simple pour comprendre cet axiome, c'est de saisir les cas pour lesquels on n'en a pas besoin.
Si vous avez un nombre fini d'ensembles non vides, il semble évident que vous pouvez décider de prendre un élément de chaque ensemble. Le fait que le premier soit non vide vous autorise à prendre un de ces éléments, idem pour le second, et ce jusqu'au énième. Ce qui importe ici, c'est que ce que vous écrivez pour faire cela, le morceau de démonstration mathématique, ou plutôt la procédure, a un caractère fini. Dans ce premier cas, on n'a pas besoin de l'axiome du choix. Vous l'aurez compris, les choses se gâtent lorsqu'on considère un ensemble infini d'ensembles non vides et qu'on désire encore prendre un élément de chaque. C'est problématique sur le plan des mathématiques fondamentales car ça fait appel à des démonstrations de taille infinie et des procédures qui ne terminent pas. Mais dans ce cas, il y a une exception. Un autre axiome utilisable lorsque vous pouvez désigner comment réaliser vos choix. Si par exemple nos ensembles ne contiennent que des entiers naturels, vous pouvez décider de dire que vous choisissez le plus petit entier de chaque. L'axiome fondamental qui permet de faire ceci est l'axiome de remplacement ou l'axiome de compréhension. Sa justification intuitive étant que l'objet infini que l'on construit est clairement défini en tout point. C'est un second cas dans lequel on peut se passer de l'axiome du choix. Et donc en résumé, l'axiome du choix sera nécessaire dans le reste des cas lorsqu'il faut faire une infinité de choix et que ces choix ne sont pas définissables. Comme disait Bertrand Russell, choisir un élément parmi chaque paire de chaussures d'une infinité ne nécessite pas l'axiome du choix, mais choisir un élément de chaque paire de chaussettes d'une infinité le nécessite. D'un côté, on aurait tendance à penser qu'il est légitime d'accepter l'axiome du choix. En effet, si vous avez un ensemble d'ensembles non vides, ça semblerait étrange de ne pas pouvoir prendre un élément de chaque. Mais accepter cet axiome amène souvent des comportements mathématiques paradoxaux dont on a vu ici un exemple. Alors, selon vous, qui est vraiment le coupable? La notion d'infini, lui adjoindre l'axiome du choix, ou alors doit-on simplement accepter ces comportements paradoxaux? Si vous aimez ce type de monstre mathématique, je vous invite à voir l'épisode sur l'équidécomposition, un de mes épisodes préférés. L'épisode d'aujourd'hui est maintenant terminé, j'invite les plus geeks d'entre vous à aller consulter le blog de David Mador pour plus de détails sur cette énigme. Si vous désirez soutenir la chaîne, vous pouvez retrouver Patience sur Tipeee, mais surtout, partagez les épisodes qui vous plaisent aux personnes à qui ils peuvent plaire.